Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'holotype, de paratype, de lectotype, bref, du type à toutes les sauces, en gros de différents statuts que peuvent obtenir certains spécimens fossiles au sein des musées. Cette vidéo est donc à orientation scientifique et muséographique générique. Petit rappel au passage, en biologie, paléontologie incluse, une espèce est composée de deux mots latins, le genre et l'espèce. Le genre porte toujours une majuscule et l'espèce au sensu stricto une minuscule, le tout très souvent mis en italique ou très rarement souligné. C'est plus pour la forme manuscrite. En tout cas, c'est la convention, c'est comme ça. Une espèce doit toujours être citée avec genre et espèce, car il peut y avoir des noms d'espèces au sensu stricto identiques d'un genre à un autre. Par exemple, si je vous parle de mégalodon sans vous préciser si c'est un genre ou une espèce, ça peut être un genre de bivalve ayant vécu du Dévonien jusqu'au Jurassique, ou en termes d'espèces, ça peut être également le requin mégalodon que vous connaissez tous aujourd'hui, Otodus megalodon, ou un phytosaure Brachysuchus megalodon, ou une couleuvre actuelle du Mexique, Conopsis megalodon. Les genres, c'est très important. En règle générale, dans une publication, genre et espèce s'accompagnent d'un ou deux noms, ou un nom avec et al lorsqu'il y a trois noms ou plus, avec une date. Il s'agit en fait des noms des créateurs de l'espèce, qu'on fait la description de l'espèce pour la première fois, et la date correspond à la date de sortie de la publication de la dite espèce. Et la présence de parenthèses vous indiquera que le nom de genre a changé depuis la publication originale. Par exemple, Otodus megalodon agassiz 1835, c'est Agassiz qui décrivit pour la première fois le requin mégalodon en 1835, et la présence de parenthèses vous indique que Otodus n'était pas le genre d'origine de description. Fermons cette parenthèse et revenons au sujet de cette vidéo. Un type en biologie est un référentiel international représentatif d'un nom de taxon, d'un nom d'une espèce bien souvent. Comment ça se passe? Un paléontologue va trouver des fossiles sur le terrain lors de fouilles, ou dans des tiroirs dans une collection privée, ou dans d'innombrables tiroirs d'un musée. Et il va identifier le fossile le plus précisément possible parce que... c'est un crabe. Bah ça ne suffit pas. Le mieux est de l'identifier jusqu'au genre. Et il faut savoir que chaque taxon, chaque boîte est représentée par des caractères morphologiques qui lui sont propres. On parle alors de caractères diagnosiques. Par exemple, un des caractères diagnosiques propres à la boîte taxonomique des primates est la présence d'un pouce opposable. Ce truc-là. Donc si vous trouvez un mammifère avec un pouce opposable, il y a des fortes chances que ce soit un primate. Si le spécimen fossile ne ressemble à aucun genre dans la famille en question, mais porte tout de même les caractères diagnosiques de la famille, alors il faudra créer un nouveau genre. Mais, admettons, notre fossile en question possède les caractères diagnosiques d'un genre déjà existant. Ensuite, le paléontologue va comparer ce spécimen fossile à tout ce qui existe déjà dans le genre, voire même étendre la comparaison à toute la famille s'il le faut. Mais c'est pas obligatoire. Il peut se contenter de comparer son spécimen fossile qu'à des espèces fossiles, mais il peut étendre sa comparaison à des espèces actuelles, s'il le faut, selon l'âge du fossile en question. S'il essaye de comparer un spécimen fossile de trilobite, par exemple, avec une espèce actuelle, il risque pas de trouver d'éléments de comparaison. Et si les caractères diffèrent suffisamment de ce qui est déjà connu dans le genre, alors il va créer une nouvelle espèce dans ce genre, en faire la description et désigner un ou plusieurs spécimens types référentiels de l'espèce. En général, il prendra ceux qui montrent le plus de caractères visibles. Alors, c'est le mieux à faire. C'est pas toujours le cas, mais ça reste le mieux à faire. Et là, plusieurs cas peuvent se rencontrer. Soit le spécimen est unique et explicitement désigné par l'auteur du nom dans la publication originale, sous la notion de type au singulier ou holotype, le spécimen est donc un holotype. Et s'il existe un ou plusieurs spécimens cités dans la publication originale dans une série type désignée, autre que l'holotype, alors les spécimens prennent le statut de paratype. Soit l'auteur n'a pas spécifié de type dans sa publication originale, ou en a désigné plusieurs à la fois sous le mot de type au pluriel et uniquement type au pluriel, alors les spécimens cités sont des syntypes. Et oui, ce même s'il n'y a qu'un seul spécimen, c'est un syntype tout seul. Mais il est bien plus commun dans les vieilles publications, dans les débuts de la paléontologie en tout cas, qu'aucun type ne soit désigné parmi des spécimens qui sont syntypes, par défaut.
Il est donc possible de choisir postérieurement et officiellement dans une publication scientifique un des spécimens parmi les éléments originaux étudiés. Ce spécimen, choisi sous certaines conditions, deviendra donc le type nomenclatural en absence d'holotype. Ce sera donc un lectotype. Et lorsque l'on désigne un spécimen comme lectotype parmi d'autres spécimens qui sont tous syntypes de base, je le rappelle, eh bien les autres spécimens peuvent devenir des paralectotypes. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Par exemple, un article de Tréguier et al. À paraître prochainement cette année nous parle de Fabularia discolites de la collection de France, tous syntypes de base, et dont ce spécimen deviendra un lectotype et ce spécimen un paralectotype. Il est possible aussi que le type original ait été moulé, copié pour d'échanges avec d'autres musées ou pour des recherches scientifiques ou pour simplement, enrichir des collections. Eh bien, le moulage du type prend alors le statut de plastotype. Par exemple, vous avez la mâchoire de Prognathodon mosasaurides, décrit par Gaudry en 1892. Et effectivement, la présence de parenthèses vous indique effectivement que Prognathodon n'est pas le genre d'origine de l'espèce, dont le type original est exposé à la Galerie de Paléontologie de Paris. Un type tout seul, désigné en tant que type, c'est donc un holotype. Vous êtes perspicace, c'est très bien. Et dont il existe un moulage en plâtre conservé au Musée des Sciences de Laval en Mayenne. Ce moulage est donc un plastotype. Mais depuis les publications originales du XVIIIe siècle notamment, certains types n'ont jamais été retrouvés et sont considérés comme perdus ou détruits par un comité scientifique, ou par 3 personnes dans un bureau. Par destruction, je pense notamment au type de Spinosaurus aegypticus qui était exposé au Muséum de Munich, qui a été détruit lors d'un bombardement de la ville par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Oh ça va, c'est qu'un musée, c'est pas si grave. Stupide Yankee, toujours à faire mémeuse avec des bombes. Et dans ce cas, en absence de tout matériel original, il va être désigné un nouveau type de l'espèce parmi des spécimens fossiles qui proviennent au mieux, encore une fois c'est pas obligatoire, mais qui proviennent au mieux de la même localité que le type original et qui présentent évidemment les mêmes caractères. Sinon, difficile de dire que c'est la même espèce. Et par désignation de ce nouveau type, justement, la diagnose de l'espèce peut être modifiée et complétée. Ce nouveau matériel représentatif du nom de l'espèce prend alors le statut de néotype. Le néotype doit être au plus proche de l'holotype que possible, tant que par sa localité d'origine que par sa morphologie. Et dans le cas où le matériel type est retrouvé, le néotype est destitué. Ce qui peut arriver. Et voici justement venir une petite anecdote. Bref, je me présente, Jacques-Louis Marin de France, né à Caen le 23 octobre 1758, décédé en 1850. Oui, j'avais 92 balais, c'était plutôt balèze pour l'époque. Depuis tout jeune, j'ai été passionné par la paléontologie, et j'ai ramassé des milliers de spécimens fossiles. Mon travail fut remarqué par des grands noms de la paléontologie de l'époque, Lamarck, Cuvier, Brongniart, Sauvery et Lamarck. Oui, j'ai dit 2 fois Lamarck, car il m'a remarqué 2 fois plus que les autres. Grâce à mes travaux, des centaines de nouvelles espèces ont été décrites. Après ma mort, ma collection était toujours chez moi à Sceaux et donc inaccessible pour les paléontologues. Ma famille a décidé de léguer ma collection au Muséum de Caen et de l'envoyer par voie ferroviaire. Mais une guerre franco-allemande éclata en 1870 à cause d'un Prusse, un cousin catholique du roi Guillaume Ier de Prusse et d'Allemagne, candidatant pour le trône d'Espagne laissé vacant depuis 1868. Et ma collection n'est jamais arrivée au muséum. Bref, je vois les gens en 2019 se plaindre à la SNCF, mais ça fait 200 ans que c'est comme ça en fait, et j'en rigole bien. Ce n'est qu'en 1886 qu'un certain Eugène Eudes Deslongchamps du Muséum de Caen, une autre grosse tête de la paléontologie de l'époque, a été appelé pour voir des meubles entassés sans soin dans une gare à Caen. C'était ma super collection. GG à Eugène. Ma collection arriva donc au Muséum d'Histoire Naturelle de Caen définitivement en 1886 et ça, c'était la classe totale. Tout se passait pour le mieux jusqu'au 7 juillet 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale où une bombe incendiaire américaine détruisait le Muséum de Caen de fond en comble, réduisant donc en poussière ma super collection. Comme dirait mon pote Vladimir, stupide Yankee. Et il avait bien raison. Parmi toutes les espèces que j'ai décrites, 2 espèces de gastéropodes fossiles, des escargots marins pour faire simple, datant de l'Éocène, Delphiniola warni, Delphiniola gervii. Des gens, Guin et al. En 2017, ont déclaré que le matériel type de ces 2 espèces n'avait pas été retrouvé. En même temps, je me dis, l'inventaire paléontologique des musées de France n'est pas terminé, mais bon, il y a des fortes chances qu'ils aient été détruits à Caen par ces stupides Yankees. Guin et al. Ont donc désigné des néotypes parmi leur propre matériel. Seulement voilà, le matériel original ayant servi à ma publication a été retrouvé au Musée des Sciences de Laval par un gus que vous connaissez bien. Pourquoi et comment sont-ils arrivés là? Je ne sais pas, je regardais ailleurs à ce moment-là. En y repensant, c'est peut-être à cause, enfin plutôt grâce à Daniel Euler,
paléontologue et conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Laval, courant fin 19e, début 20e, qui était aussi secrétaire de la commission internationale chargée du programme des fiches de Paleontologia Universalis, programme destiné à republier tous les types existants, au moins en France et en Europe, pour un meilleur accès à la recherche. Ce projet, c'était grave badass. Le plus important est que les échantillons originaux de ces deux espèces d'escargots marins ont été retrouvés et sauvés d'une destruction certaine. Du coup, les néotypes désignés par Guin et Al en 2017 sont donc destitués, pas de bol. D'autres gens, Paco et Al en 2017, ont désigné le seul et unique spécimen syntype de Delphinula warni comme un lectotype. En revanche, ayant étudié deux spécimens pour Delphinula gervii, considérés comme syntypes de base, l'un d'eux a été désigné comme lectotype, l'autre en paralectotype. Bref, je suis Jacques-Louis Marin de France, paléontologue de mon vivant, et toute ma collection n'a pas disparu. Et ça, je trouve ça super cool. En dehors des types, il existe un autre statut en muséographie. Enfin, il ne s'agit pas d'un statut reconnu par l'ICZN, mais bon, ça a son importance quand même. Disons que c'est un titre honorifique. Il est possible, lorsqu'un chercheur publie un texte sur des espèces fossiles, il fasse des dessins ou des photographies de un ou plusieurs spécimens fossiles présents dans des collections. Ces derniers prennent alors le titre honorifique de figuré. Si un autre chercheur tombe sur la publication en question figurant ces spécimens qui l'intéressent pour son étude, il peut demander à voir ces échantillons pour approfondir. Les figurés sont donc d'une importance scientifique, historique, patrimoniale non négligeable. Et évidemment, la notion de figuré peut s'étendre à n'importe quel statut de type. Vous pouvez être holotype tout seul, holotype et figuré ou figuré tout seul, par exemple. Donner un nom d'espèce, il existe quelques conventions. En règle générale, il existe 4 possibilités. Et je vous rassure, on fait les choses très simplement. Premièrement, soit vous nommez l'espèce par rapport à un critère morphologique particulier. Exemple, Calapa sexaspinosa, le crabe honteux a 6 épines. Parce qu'il a 6 épines. Je vous dis, on fait les choses très simplement. Deuxièmement, soit vous nommez l'espèce par rapport au lieu de sa découverte. Exemple, Calapa costaricana, le crabe honteux du Costa Rica. Ou Calapa madeirensis, le crabe honteux de l'île de Madeira à Java. Troisièmement, soit vous nommez l'espèce par rapport à l'époque, au niveau géologique dans lequel il a été trouvé. Exemple, Calapa saheliensis, le crabe honteux du Sahélien, qui est un niveau du Miocène supérieur dans la géologie d'Algérie. Et quatrièmement, je pense que vous l'attendiez, soit vous nommez l'espèce en hommage à une personne. Et dans ce dernier cas, je vais briser pas mal de rêves je pense, on n'a pas le droit de donner son propre nom à l'espèce. Ça fait très égocentrique, ça fait auto-bisou. Et de toute façon, vous n'allez pas donner votre nom à l'espèce, sachant que le nom du gus qui l'a décrit sera forcément derrière. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Sauf cas exceptionnel où il se trouve que je souhaite donner le nom de mon père en son hommage à l'espèce que je viens de décrire. Et pas de bol, j'ai le même nom que mon père. C'est déjà arrivé avec un Bernard l'ermite du Miocène, Pagurites gagnésoni, décrit par Cyril Gagnézon en 2012, espèce dédiée à son père, Jean-Claude Gagnézon, conservateur du musée du Savignéen à Savigné-sur-Lathan en Indre-et-Loire. Non, en général, il s'agit d'un hommage à une personne. En général, il s'agit d'un ami, d'un confrère, qui nous renverra l'appareil un petit peu plus tard. Exemple Calapa Héberti, le crabe honteux de Monsieur Hébert. Monsieur Hébert qui était un ami de l'auteur de l'espèce. Pour une espèce nouvelle, actuellement, on a obligation de désigner explicitement le matériel type et d'en faire leur description. Dans une publication, vous verrez normalement sous une espèce nouvelle la ligne matériel type avec holotype et paratype, etc. et autre matériel qui n'est pas pris en compte dans la série type, mais qui a tout de même été étudié par l'auteur. Les spécimens types en question devraient être déposés dans une collection publique, mais ce n'est pas obligatoire, tant que le propriétaire des objets les laisse accessibles à la science, avec un numéro d'inventaire, et conservés dans des conditions optimales. Et oui, Nanotyrannus lankensis, il fallait rester accessible pour rester une espèce valide. Allez, à la revoyure. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter le projet national d'informatisation et numérisation de toutes les collections de sciences naturelles en France, que ce soit de la botanique, de la zoologie, de la paléontologie et bientôt à venir la géologie. Projet qui est maintenant une infrastructure de recherche officiellement reconnue par le ministère de la Recherche. Il s'agit du réseau de collections naturalistes ou Recolnat. Il s'agit d'un très gros travail visant à mettre en ligne toutes les collections de sciences naturelles dont les types et figurés justement, que ce soit de collections publiques comme les universités ou les musées de France. Alors attention, musée de France n'est pas un musée situé en France, mais une appellation agréée par l'État. Mais que ce soit aussi de collections privées et de rendre tout ça plus accessible à la recherche et au public. La coordination de l'inventaire de tous les types et figurés section paléontologie et zoologie revient à Jérôme Thomas, entouré de toute une équipe super motivée. Cette partie de l'inventaire s'inscrit parfaitement dans la suite logique de Paleontologia Universalis,
qui est malheureusement resté inachevé, Daniel Euler étant décédé peu de temps après la parution de la première série de Palu. C'est donc un programme à orientation scientifique, historique, patrimoniale et de valorisation. Il méritait que j'en parle parce que c'est vraiment un travail colossal qui a été commencé. Le lien de Recolnat est en description et vu que ce sont des collections publiques pour la plupart, ce sont donc un peu vos collections à vous aussi. Vous avez le droit de les consulter librement sur internet. Avant de finir la vidéo, je tiens à remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, Jérôme Tréguier, conservateur du musée des sciences de Laval en Mayenne, qui m'a permis de filmer notamment dans les réserves du dit musée et de m'avoir permis de photographier certains spécimens de la typothèque. Merci également à Colin de la chaîne Salut et Méloman pour m'avoir prêté encore une fois son super micro. Merci également à Jean-Michel Paco du MNHN et de Jérôme Thomas de Recolnat pour avoir relu attentivement le script. Sur ce, j'espère que cette vidéo très complète vous aura appris pas mal de choses sur la science et la muséographie. N'oubliez pas le pouce d'Iguanodon qui fait plaisir, commentaire si vous avez des questions et des suggestions. Évidemment, partagez cette vidéo si le patrimoine vous tient à cœur. Merci également aux youtubeurs pour vos dons directs et indirects. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Que l'évolution soit avec vous.